Je suis Julien Canet, l'attendant de ce webinaire en français pour la compagnie Home Energy Solutions. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier webinaire qui s'appelle Solaire connecté au réseau. C'est Monsieur Al Cosson qui va faire une présentation. Donc, je vais laisser Al prendre la parole. Juste vous rappeler que vous pouvez poser des questions en ligne que je vais pouvoir lire et pouvoir poser à Al après. Voilà. Al, je te laisse la parole. Es-tu là? Oui, merci, merci Julien et bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus si présents. Donc ici Montréal, un joli soleil enfin qui annonce le printemps. Aussi vous préciser qu'à la suite de ce webinaire que nous enregistrons, on tient aussi un séminaire sur Barrie en Ontario, donc certes en anglais, mais sur la connexion et le raccordement, donc plus en détail, beaucoup plus technique que ça pourrait être, notamment parce que c'est en Ontario. Donc juste vous préciser que le 9 et le 10 avril se tient un séminaire à Barrie en Ontario, avec donc dans l'hôtel de Barrie. Pour plus de questions sur ce séminaire, n'hésitez pas à me recontacter. Bienvenue à tous. On va commencer aujourd'hui sur ce premier webinaire. Le solaire connecté au réseau, demain ce sera les batteries, donc le système autonome hors réseau. Aujourd'hui, on s'intéresse à toute la connexion donc au réseau et j'irai en détail techniquement sur ces types d'ondulures-là. Je passerai par contre pas en détail ce qu'est le photovoltaïque, mais j'irai essentiellement sur les onduleurs et le dimensionnement. Pour commencer, juste présenter HESPV, donc que j'ai rejoint l'année dernière, début de juin, après une période chez Matrix Energy. Donc j'ai déjà 5 ans d'expérience dans le solaire au Québec. HESPV, c'est plus de 25 ans d'expérience dans la logistique, la distribution et l'accompagnement technique sur le solaire au Canada, avec aujourd'hui plus de représentation en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, et puis maintenant au Québec en ma personne. C'est le plus ancien et le plus grand service de distribution au Canada. Et nous faisons aussi, mis à part l'ingénierie et les séances de formation, nous faisons aussi l'installation de gros systèmes de plus de 50 kW à 250 kW. Donc nous sommes vraiment des spécialistes du monde solaire. Nous adressons évidemment à vous, les revendeurs, vous dans les systèmes commerciaux et industriels, et vous également dans les systèmes, disons, plus mobiles, que ce soit le monde marin ou le monde des VR. Nous sommes essentiellement distributeurs de marques leaders en Amérique du Nord, que vous connaissez, évidemment, les onduleurs Fronius, les onduleurs ABB Power One, SolarEdge, Enphase, Schneider Electric, Outback Power. J'en cite exclusivement distributeurs de la marque Hanwha, des panneaux solaires Hanwha, de nom coréen, de fabrication internationale, et d'autres produits, notamment les batteries canadiennes Surette et Ispen. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir notre site YouTube pour des séances de formation sur nos produits, et puis notre site web également. Et encore une fois, me recontacter ici au poste 211. Le but de cette présentation aujourd'hui intensive, c'est vous présenter les différentes technologies, les onduleurs essentiellement, qui s'offrent à nous, et puis aborder la partie dimensionnement technique et économique au Québec si particulière, puisqu'aujourd'hui il n'existe pas d'incitatif. Donc on va rentrer dans la technique et l'économique du solaire connecté au réseau pour le Québec et aussi pour les maritimes francophones. L'agenda d'aujourd'hui, donc le potentiel du solaire, la raison pourquoi nous sommes là, la connexion réseau, donc le sujet d'aujourd'hui, évaluer la demande, évaluer le profil d'un client, que ce soit un client résidentiel ou commercial, les différentes technologies et leurs différents avantages,
dimensionner un système et enfin le raccorder selon les normes ici d'Hydro-Québec restrictives. Voici pour le parcours de notre agenda aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur la droite. On fera des pauses évidentes entre chaque partie. Potentiel du solaire, donc pourquoi nous sommes là? Nous savons tous, vous savez qu'à la fin du mois, le ministère de l'Énergie du Québec prépare un petite écoute des différents industriels. Donc on veut faire porter la voix du solaire et elle est comme une évidence. Si aujourd'hui l'énergie solaire est une ressource infinie, on voit aussi que c'est une courbe de croissance économique exponentielle mondiale. Donc vous voyez le petit encadré au milieu. Si évidemment l'Amérique du Nord, dans les petits carrés orange, reste une petite partie, il n'en reste pas moins qu'on est quand même au solaire une croissance exponentielle. Donc nous sommes un joueur qui voulons nous faire entendre. On a déjà 136 gigawatts connectés l'année passée dans le monde. La plupart du temps, c'est en Europe, en Allemagne, en Asie, puis en Amérique du Nord, surtout en Ontario. Alors pourquoi pas vendre le solaire au Québec? Oui, ça marche, oui, ça existe ailleurs, pourquoi pas ici? D'autant plus que les coûts économiques rattachés à leur installation sont de plus en plus bas. Donc, vous avez certainement entendu les mauvaises nouvelles en ce moment autour des panneaux solaires, mais les coûts sont continuellement à la baisse. Aujourd'hui, il y a une tendance à la stabilisation, mais les coûts d'onduleurs, les coûts de modules sont quand même à la baisse. Le solaire est abordable et on peut se l'offrir aujourd'hui. Quelques mythes avant, vous avez certainement entendu quand vous approchez vos clients, votre clientèle, qu'elle soit industrielle ou résidentielle. Le Canada n'est pas propice au soleil. Eh bien, c'est faux, puisque les latitudes de Québec et de Montréal sont aussi élevées que celles de Munich en Allemagne et Pékin en Chine. Et donc nous recevons autant d'ensoleillement que ces villes-là, qui sont des régions qui développent le solaire énormément, pour différentes raisons. Mais le Canada a le même soleil que ces pays-là. On est dans une latitude plus élevée, certes, plus froide, mais le froid permet de faire progresser le soleil, vous le savez, et nous avons le même soleil. Se connecter au réseau rapporte de l'argent, pas au Québec. Nous ne rapportons pas de l'argent. Quand vous signez un contrat avec Hydro-Québec, vous sauvez de l'argent, vous n'en gagnez pas. Il faut être très clair avec les clients. On n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour sauver de l'argent. C'est plus simple sans batterie, oui et non. C'est pas plus simple avec des batteries. Il y a encore des lois à suivre, notamment le raccordement. Le raccordement des onduleurs au réseau doivent suivre des mesures assez restrictives. On se connecte au réseau d'Hydro-Québec et on veut que tout le monde soit en sécurité, que ce soit à la fois votre bâtiment et le réseau Hydro-Québec et les opérateurs. Donc il y a des règles à suivre. Et puis 2 panneaux couvrent ma consommation de 30 kWh par jour. Quand vous savez que la moitié de notre consommation est consommée dans le chauffage, non, 2 panneaux solaires électriques ne peuvent pas couvrir cette consommation. Généralement, on parle de systèmes de 3 kW, 5 kW, 10 kW facilement pour des consommations moyennes au Canada. 2 panneaux ne suffisent pas, il en faut beaucoup plus. Le potentiel du Canada, donc je l'ai dit, un gisement solaire moyen entre 1000 et 1100 kWh par kilowatt, donc qui fait que nous avons une moyenne plus haute, plus élevée, 20% par exemple, qu'un pays comme l'Allemagne et le Japon, qui sont les premiers installateurs. Donc nous aussi, on peut installer des distances plus élevées, plus grandes, ce qui permet virtuellement qu'on puisse installer pratiquement partout du solaire, à condition qu'il y ait du réseau, mais les distances sont tellement grandes qu'on peut installer n'importe où du solaire. Écologique, évidemment, c'est prouvé. Moins on réduit le CO2, on est plus indépendant, c'est produit plus localement.
Technologique, Hydro-Québec est un excellent réseau. Donc c'est pas un réseau qui va tomber tous les jours, c'est un réseau de qualité. Donc il faut pas le voir comme un compétiteur, mais il faut voir comme quelque chose qu'on peut s'appuyer dessus et vendre notre production. Et enfin économique, bientôt arrivera le fameux mot qui est la parité réseau, ou de grid parity en anglais. La CANSI a annoncé 2024, la National Resources Canada a annoncé 2020. Pour le Québec, la parité pourrait apparaître justement en 2024, c'est-à-dire qu'il sera aussi avantageux de produire sa propre énergie solaire que de la racheter à Hydro-Québec en 2024. Donc pensez-y, c'est comme bientôt. Connexion réseau. Donc, dans le vif du sujet, l'effet photovoltaïque, je ne rentrerai pas dans le détail. Le solaire, collecté par les panneaux solaires, enregistre, donc le rayon solaire enregistre donc un signal et produit une énergie courant continu que vous mettez en série pour avoir un gros voltage jusqu'à 600 volts qui est converti par un onduleur, donc ici au milieu, pour le raccrocher sur votre réseau 12240 ou 3 phases. Un sectionneur qui doit être à portée d'un opérateur, c'est juste pour que tout opérateur Hydro-Québec ou par exemple la sécurité des pompiers puisse éteindre une source. Puis vous avez votre compteur qui appartient à Hydro-Québec. Vous signez un contrat de revente en Ontario ou de mesurage net au Québec. Donc, vous renvoyez votre surplus consommé dans la journée, vous ne consommez pas la nuit, mais votre surplus la journée est revendu sur Hydro-Québec. Il faut voir là non pas le court terme, mais le moyen à long terme. N'essayez pas de dire qu'on peut y arriver en 10 ou 15 ans, c'est supérieur à ces données-là. On est dans le moyen et long terme, ce sont des gens qui veulent faire de la connexion au réseau, qui doivent s'appuyer sur des incitatifs qui existent aujourd'hui au niveau du fédéral et qui peuvent par exemple augmenter leur valeur d'habitation. Ils peuvent aussi regarder là-dessus, mais n'essayez pas de vendre le solaire comme quelque chose où on fait de l'argent. C'est faux, c'est sur le très long terme. Donc vous avez besoin d'un propriétaire qui a un peu les pieds sur terre. Vous avez besoin d'un réseau de qualité qui est apporté, donc un compteur Hydro-Québec qui sera changé en compteur bidirectionnel lorsque vous signez le contrat. Donc toutes les autorisations doivent être validées par Hydro-Québec. Une technologie d'onduleur dont on verra après les différents choix qui permettent de faire suivre la production. Les modules solaires de telle ou telle qualité, de tel ou tel wattage, de telle ou telle taille, de telle ou telle qualité mono ou poly. Et puis enfin leur support sur toit, au sol, et au final la balance du système. Donc voici des exemples, on rentrera en détail plus tard. Deux exemples, si vous regardez bien ici à gauche en haut, des modules connectés ensemble, tous ensemble, donc ce qu'on appelle dans des strings, connectés sur un onduleur qui revend la production sur Hydro-Québec ou dans votre panneau si c'est en série. Donc au Québec, c'est en série. Donc c'est-à-dire que l'énergie, vous l'utilisez d'abord dans votre maison et le surplus est mis sur Hydro-Québec. Par ici, à la différence que vous voyez plusieurs micro-onduleurs, on approchera ce détail-là plus tard, mais c'est le même principe. Chaque module produit, chaque micro-onduleur produit également, est en série et reproduit sur le compte Hydro-Québec votre production. Au passage, juste pour moi, ma Bible, je dirais, plus ou moins technique, c'est un très bon support de vulgarisation. C'est en anglais, homepower.com. Je vous invite à y aller. C'est un très bon site sur tout ce qui se passe aux États-Unis, étant donné qu'ils sont un peu plus en avance sur ce qui se passe en Ontario et au Québec. Je vous invite à y aller, il y a des très bons schémas, des très bonnes questions qui sont faites. On se familiarise avec l'anglais et il y a des très beaux schémas. La connexion au réseau doit respecter, je pense, 5 aspects. Éventuellement, donc la première, la plus importante, la performance. On veut que vous produisiez
avec un onduleur 5 kW, on veut que vous produisiez 5 kW à tant de pourcentage d'efficacité, 98, 96%, mais on veut que vous produisiez tout cela sur 25-30 ans. On veut que ce soit durable, donc on ne veut pas que ça puisse lâcher, que ce soit un onduleur ou un micro-onduleur, on ne veut pas que ça s'arrête au bout de 5 ans. Donc on veut des produits de qualité qui marchent. Évidemment, je n'ai pas ma boule de cristal, je ne pourrais pas vous dire tel ou tel onduleur va s'arrêter dans 10, 15, 20 ans. Globalement, les manufacturiers s'engagent à ce que votre matériel dure 25 ans, voire plus. Donc vérifiez bien ça. La sécurité, c'est important, c'est au-dessus de vos têtes ou dans votre jardin ou ailleurs. Mais donc, vous avez une source d'énergie potentiellement dangereuse. Vous voulez que votre système électrique soit raccordé aux normes de sécurité. Pour ça, j'en appelle à tous les livres sur la régie du bâtiment qui encadrent les lois sur la sécurité électrique. Il faut que ce soit simple. Il ne faut pas que vous passiez des heures à reconnecter ça sur votre toit ou au sol. Il faut que ce soit simple d'implémentation, simple de visionnage, simple de compréhension. Enfin, il faut que ce soit un système intelligent. Vous voulez suivre la production, vous voulez suivre les défauts, donc vous voulez suivre ce que vous avez sauvé comme argent au cours du temps et être fier de votre investissement. Donc l'intelligence tous les jours, tous les mois, toute l'année, conservé et avec des magnifiques graphes. Donc un système de plus en plus connecté 2.0 sur l'Internet. Julien? Oui, Al. Oui. On peut faire une pause. Y a-t-il des questions? Beaucoup de questions? Non, il y avait juste une question à propos sur les connexions réseau, une question qui était posée, qui demandait s'il y avait un ou deux compteurs par rapport sûrement au raccordement ou à la maison. Donc, Ok. je pense que Bon. les schémas ont pas mal expliqué ce que tu voulais mettre en avant. On va, celui ou celle qui a posé la question, on va y arriver plus tard. Le raccordement au Québec est en série. Donc vous devez avoir un compteur qui puisse lire à la fois la production dans les deux sens en fait, ce que vous produisez ou ce que vous renvoyez au réseau. Il faut qu'il lise la différence entre les deux. Ici au Québec, c'est écrit dans les normes et dans le programme de mesurage net, vous avez un compteur bidirectionnel. Voici la réponse, c'est parce que la connexion se fait en série. Donc connexion série, compteur bidirectionnel. Je reviendrai tout à l'heure. Voilà pour cette question. Donc maintenant que j'ai parlé du connecté au réseau, la première chose est d'évaluer, d'évaluer le profil de votre client, qu'il soit résidentiel, industriel, commercial, institutionnel, évaluer la demande. Je commencerai toujours à douter d'un système. Commencez toujours à douter. L'énergie solaire doit être la dernière alternative à suggérer. On a tendance à surconsommer ici avec des quantités astronomiques de watt-heure utilisées chaque jour. Et ce n'est pas possible, ce n'est pas durable, ce n'est pas rentable d'utiliser le solaire sur cette alternative-là, avec de tant de consommation de chauffage. Vous devez faire réaliser ça au client qui a d'autres moyens d'abord à évaluer avant de partir dans le solaire. Je pense notamment à l'isolation, je pense notamment aussi pour le chauffage à d'autres technologies avant d'embarquer sur le solaire qui est essentiellement électrique et qui peut faire marcher très très bien des éclairages, des télés. Mais le chauffage, c'est hors de question. Donc vous devez vous-même gagner du temps et dire que le solaire est la dernière option. C'est sûrement la plus dispendieuse aujourd'hui, c'est la moins aidée. Et il y a d'autres alternatives qu'on peut aider dans la rénovation de la maison avant de se connecter au réseau. Je commencerai d'abord par là, parce que très souvent, il faut mettre un frein aux clients. Ça fait pas de sens, mais c'est mon avis. Une fois que le client est
est correct et que vous pensez qu'il peut vraiment y avoir un potentiel, vous allez évaluer en détail sa consommation électrique, voir son pic. Je ne rentrerai pas dans les détails du pic de puissance, c'est un peu plus élaboré. Et les pics de puissance, il faut aller les chercher sur des graphes, dans des institutions par exemple. Généralement, il faut aller observer les pics en journée, c'est très délicat, il ne faut pas les manquer. Donc je m'intéresse surtout au cas résidentiel, la consommation électrique, vous devez l'étudier avec le client, qu'est-ce qu'il a signé pendant un an avec Hydro-Québec, qu'est-ce qu'il a consommé et qu'est-ce que vous pouvez sauver avec lui. Donc généralement on commence avec une feuille d'Hydro-Québec. La deuxième chose c'est la latitude, on est tous au Québec, et l'orientation. Je préfère une orientation vraiment au sud, je vais y revenir tout à l'heure. La troisième chose, c'est l'espace disponible, sans ombrage. Est-ce que c'est sur un toit ou est-ce que c'est au sol? Regardez l'espace. Enfin, vous allez aborder le raccordement, quel est le voltage, quelles sont les distances, et puis à la fin, l'analyse financière. Combien vous vendez un système installé? Combien finalement le client va se rapporter, va sauver d'énergie dans sa facture? Donc je vais aborder ces 5 points. Consommation électrique. Vraiment, la première chose quand vous faites un tableau avec votre client, c'est de regarder la consommation et regarder si on ne peut pas changer quelques habitudes, si on ne peut pas changer quelques charges et les mettre beaucoup plus efficaces. Je pense notamment aux lumières, les lumières LED. Ça fait plus de sens aujourd'hui de partir avec des 60 watts ou même des 20 watts connectés partout dans la maison. Mettez-les, changez-les toutes avec du LED, changez avec du LED 10 watts, et puis vous verrez, vous consommerez moins. Regardez en détail les consommations et regardez ce qu'on peut sauver déjà rien qu'en investissement dans des charges efficaces. Quand vous avez fait la somme des watts-heures, c'est parce que c'est ça qui compte, vous aurez ensuite un avis sur le champ PV que vous voulez connecter. Parlez-lui aussi de ses habitudes de vie. Est-ce qu'il ferme sa télé? Est-ce qu'il ferme ses appareils en veille? Est-ce qu'il est au fait de ce qui se passe dans sa maison? Est-ce qu'il utilise un chauffage électrique? Est-ce qu'il utilise un chauffage d'appoint? Est-ce qu'il utilise un chauffage naturel tourné au sud? Il y a tout ça à évaluer avant d'avoir une liste de consommation électrique plutôt durable qui va permettre d'être utilisée dans mes calculs plus tard. N'oubliez pas que tout est proportionnel. L'énergie qu'il consomme, c'est l'énergie qu'on veut produire et c'est aussi l'énergie qu'on veut vendre. Donc, mieux on consomme, mieux on pourra produire, mieux on pourra le revendre. Ça, c'est important. Toute l'énergie est conservée dans la maison. C'est la seule valeur qui se conserve. Une fois que vous avez parlé de la facture, reste l'espace. Donc, sur quelques photos, on voit les espaces possibles. Donc, on parle de rangée de panneaux. Donc, regardez bien, limitez bien l'espace disponible sur les toits. S'il n'y a pas assez d'espace sur les toits, regardez bien ce que vous pouvez faire au sol. Regardez comment sont orientés ces différents champs PV. Peut-on les mettre au sud, au sud-est, au sud-ouest? Si ça change, on doit les mettre sur différents onduleurs ou différentes entrées d'onduleurs. Donc évaluez bien ça. Où est-ce qu'on peut mettre les modules? Est-ce que le toit accepte ces charges supplémentaires? Est-ce que c'est validé par la ville? Un autre piège est celui de l'ombrage. Essayez pas absolument de mettre des onduleurs, des modules sous l'ombrage. Essayez de limiter l'impact de l'ombrage parce que l'ombrage impacte toute une string ou au moins un module. Et il vaut mieux mettre au sud sans ombrage qu'avec ombrage. Regardez aussi enfin les distances. Comme les voltages sont un peu plus hauts, mais les courants beaucoup plus forts, vous voulez regarder et rétrécir les distances au mieux et regarder où est-ce que vous pouvez mettre votre onduleur. Évidemment, l'onduleur ne doit pas être à portée de tout le monde. Le budget, les règles sont données à la fin. Je vais aborder les différentes technologies.
maintenant en détail. Donc, je vais passer au travers des modules, des racks, des onduleurs, donc toute une partie technique que vous connaissez et que vous ne connaissez pas. Alors, la première chose, c'est le module, c'est pourquoi on est là. Le module aujourd'hui se décline en deux propositions. Vous avez le module standard 250 watts poly, à gauche en bleu, et le mono, généralement à droite, un peu plus fort en capacité, en standard, et qui est plutôt de couleur noire. Le procédé est différent, que vous ayez un cristal polycristallin ou un cristal mono. L'efficacité est sensiblement la même. Donc, vous ayez un polycristallin, un monocristallin ou un polycristallin. Vous pouvez regarder n'importe quel résultat sur Internet ou sur YouTube. Le coût est différent, l'efficacité est différente, mais au final, un 250 watts poly produit pareil qu'un 250 watts mono. Donc, globalement, ça reste du marketing, ça reste de la couleur, ça reste agréable, on est content d'avoir un mono ou un poly. Est-ce qu'il y a une meilleure réponse au soleil ou pas? Je ne suis pas sûr. Encore une fois, regardez les vidéos, faites-vous une idée, mais un poly, c'est un mono aujourd'hui. L'écart de technologie est devenu tellement moindre qu'on peut considérer ces deux modules pareils. Ce qui va changer ensuite, c'est quelle est la technologie qui est derrière. Est-ce que quand vous lisez une fiche technique, est-ce qu'on parle de 4 bus bars? Est-ce qu'on parle de anti-PID? Est-ce qu'on parle de anti-LID? Ça, ce sont des nouveaux termes qui apparaissent aujourd'hui sur le marché, des termes marketing, et qui apparaissent. Quelle est la marque qui est derrière? Est-ce qu'elle sera toujours présente dans 50 ans? Est-ce qu'elle innove? Est-ce qu'elle fait de la recherche? Est-ce qu'elle est capable de prouver que ces modules-là sont certifiés? Est-ce qu'on peut aller trouver la certification? Est-ce qu'on peut aller trouver les différents tests flash de chaque module? Est-ce que la puissance maximum a une tolérance positive? C'est-à-dire qu'un 250 watts produit minimum 250 watts et ne produit pas moins. Quelle est la dimension des panneaux, même si elle est semblable? Quel est le câble en arrière et la garantie qui est généralement la même aujourd'hui de 25 ans? Tous ces petits détails vont vous rendre beaucoup plus attentif sur la production des modules et à qui vous avez affaire. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai que le Hanwha, qui est un distributeur de Corée, qui est je dirais un premium medium, qui est au milieu, qui est un joueur au milieu. Et je sais qui sont les autres marques. Vous allez me dire, un module est un module. Eh bien, non, un module n'est pas un module. Évidemment, j'ai pas ma boule de cristal. Je ne peux pas dire quel module va casser dans 10 ans. Mais rendez-vous bien compte de savoir si la compagnie sera là pour pouvoir vous remplacer votre module et si votre module est capable de tenir vraiment longtemps. Il y a des chiffres qui ne trompent pas. Les rackings, ce slide pour dire qu'on peut mettre les modules vraiment partout avec nos rails fast track très économiques en aluminium pour ceux qui posent la question. Donc sur les toits, c'est léger, ça prend pas de place, ça adapte toutes les tailles de modules, toutes les lignes de modules. Sur le toit, ici à droite, sur le sol, avec une magnifique fondation en bois. Vous allez chercher toutes ces équerres à Renault Dépôt et puis vous fondez vous-même votre base. Vous avez en bas à gauche les ballasts, avec les ballasts qui ne sont pas fournis par nous-mêmes, mais la structure EcoFoot nous la fournissons. Donc c'est support au toit, au sol, sur toit généralement institutionnel. Puis les trackers qui font beaucoup plus de sens en Ontario, parce qu'il y a un incitatif derrière. Il faut savoir qu'un tracker est capable de produire jusqu'à plus de 40% de la capacité du champ PV, ce qui est non négligeable, mais aujourd'hui au Québec, c'est un investissement très lourd à apporter. Donc je le mets en parenthèse. Maintenant qu'on a abordé les modules et les supports,
il nous reste, disons, le dernier qui nous intéresse et qui fait qu'aujourd'hui, un système connecté au réseau est différent d'un autre. Julien, y a-t-il des questions avant de rentrer en détail sur les... Non, non, pas de Non. questions pour l'instant. Parfait. Ouais. Les onduleurs. Pourquoi aujourd'hui on travaille sur le connecté au réseau? Vous en avez globalement trois sortes connectées au réseau. Vous avez l'onduleur central. Je ne l'aborderai pas aujourd'hui parce que un central, c'est minimum 50 kW et du 50 kW au Hydro-Québec. Vous n'en avez pas tous les jours. Donc le central, je ne l'aborderai pas, mais il se comporte comme l'onduleur string. J'ai pas beaucoup de traduction en français pour l'onduleur string. Donc on va l'appeler comme ça. C'est un onduleur type string. Donc on verra tout à l'heure. Et puis vous avez le micro-onduleur qui se met derrière un module. La différence, donc sur ce schéma, l'onduleur string se met directement au réseau et accumule en arrière des modules en série. Donc ça a la même capacité, l'onduleur string adapte la même capacité de modules, mais tous les modules sont en série derrière un onduleur. Vous voyez bien quels vont être les avantages et les inconvénients de ce genre d'onduleur, qui est en série avec tout le monde. Vous avez le micro-onduleur qui est en dessous, et chaque micro-onduleur se positionne derrière un module. Donc tous les modules sont vus différemment selon les réseaux et vendent différemment en fait. Alors, je ne suis pas là pour dire tout de suite ce qu'il faut ou pas comme onduleur, mais ça dépend le type d'application que vous voulez. Vous allez vite vous rendre compte avec l'expérience. Ça dépend des goûts des clients. Certains vont en avoir un avis très tranché. Je veux un onduleur string, je veux un onduleur central. Et d'autres vont dire je préfère le micro-onduleur. Et chaque technologie a sa force et sa faiblesse. Je vais essayer de les traiter maintenant. Alors, commençons par les onduleurs string. Onduleur string, donc voici le schéma de principe. C'est le plus connu. C'est le plus connu. Ça a été fait plus de 20 ans auparavant par des compagnies comme Fronius et SMA en Allemagne, en Autriche. Technologie très connue, toujours sans cesse améliorée. C'est une grande efficacité, voire sur certains modèles transformerless, on atteint 97-98% d'efficacité. Donc vous avez une seule entrée, voire deux de temps en temps, et vous mettez des modules en série en arrière. C'est juste ça le principe, et vous revendez en journée. C'est un système qui fait ses preuves sur des gros systèmes. L'onduleur string est préféré sur des systèmes un peu plus gros que 10 kW. On verra pourquoi. Le premier, je mentionnerai lui en premier parce que c'est celui qui est basé en Ontario. Si jamais vous avez un problème, nous sommes là, mais Fronius est aussi en Ontario. Ce sont des interlocuteurs en anglais, j'en connais certains en français, et quelqu'un là-bas vous aidera. Quelqu'un vous remplacera votre onduleur, et ils ont fait le pari de s'installer en Ontario. C'est un onduleur typique canadien qui est fait pour vous répondre, et donc je l'abordais en premier, et c'est certainement ceux qui innovent le plus. Aujourd'hui, on part du Galvo à 1.5 kW. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 modules en plus petit, en string, c'est déjà pas mal. Jusqu'au 24 kW. Le CIMO, 24 kW, c'est quand même un 3 phases. Mais voilà la gamme qu'il couvre, donc de 3 kW, 5 kW, 10 kW, 7 kW, 12 kW, 14 kW, 15 kW, 20 kW, 24 kW. Ils font à peu près tout. Ce que j'aime chez eux, c'est que c'est fiable. Ils ont un concept mix à l'intérieur qui fait que ça repose l'onduleur lorsque le MPPT n'est pas atteint. Certaines cases de l'onduleur fonctionnent et pas d'autres. Donc l'onduleur se met au repos selon la production solaire. Ça c'est le concept mix, ce qui fait que le Fronius a la plus grande fiabilité certainement au monde.
Le Data Manager, aujourd'hui, le Data Manager, c'est ce que vous voyez en vous connectant au Fronius. Vous appliquez dessus, vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur, vous pouvez vous plugger sur votre smartphone et vous voyez votre production en temps réel de la journée, de hier, du mois, de la semaine et de l'année et des années précédentes. Tout est enregistré. Enfin, j'aborderai la partie snapping avec Fronius. C'est de plus en plus simple de mettre un Fronius sur un mur. Il y a juste à visser le support et vous faites un clic-clac. Et c'est fini. Al, Oui, excuse-moi. Juste une question par rapport au Fronus. J'ai une question. Fronus offre combien d'années de garantie sur le produit? Est-ce que tu vas l'aborder juste après, oui. peut-être? Ouais, voilà. Les onduleurs en général, et tous, c'est 10 ans. Si vous avez une bonne question, les modules, c'est 25 ans. Un onduleur, c'est moins. Si vous voulez matcher la garantie des modules, il va falloir l'étendre à 15 ans ou 20 ans. C'est vrai pour Fronius, c'est vrai pour PowerOne et c'est vrai pour SMA. Retenez bien ça, l'onduleur string a une garantie de 10 ans, mais vous pouvez l'étendre. Bonne question. ABB, je le mets en deuxième, ils sont situés un peu plus bas. C'est le grand groupe ABB qui a racheté PowerOne. Aux États-Unis, son avantage, c'est un onduleur transformerless. Donc, il n'y a pas d'onduleur connecté. Les modules ne sont pas remis à la masse. Les modules sont flottants. La mise à la masse est flottante. Donc, les onduleurs achèvent beaucoup plus d'efficacité, jusqu'à 98%. L'autre chose, c'est qu'il a un dual MPPT. Au lieu d'avoir une seule entrée MPPT, il y en a deux. Si vous pouvez monter jusqu'à 2 orientations différentes sur un même onduleur, c'est assez magique. Si vous n'avez rien au sud et que vous avez un est-ouest, ben, mettez-le sur un ABB. Vous avez l'est sur une entrée MPPT et l'ouest sur une autre entrée MPPT et elles vont marcher indépendamment. Garantie évidemment 10 ans. Ces onduleurs-là, c'est du 3.6, du 5, du 7, du 10 et du 12. Donc ça c'est ABB. PowerOne. Le nouveau, celui qu'on arrive à avoir en ce moment, SMA, qui est un manufacturier allemand, donc qui est connu mondialement. SMA qui a une base aux États-Unis. Ça fait du transformerless aussi. Ça fait du dual MPPT également comme le groupe ABB. Donc vous pouvez mettre sur 2 orientations différentes. C'est aussi possible. Ils ne sont pas en Ontario, ils sont à Edmonton pour mes amis anciennement de Conergy. Mais on peut les avoir, on les a assez rapidement. L'autre avantage, c'est qu'ils ont toute une gamme d'onduleurs qui peuvent être également couplés à des onduleurs sur batterie. On retrouvera ça en détail demain. Mais généralement, un onduleur GridTie SMA parle très bien aussi à un autre onduleur SMA sur batterie. Donc c'est aussi sa force. Vous pouvez à la fois vendre sur le réseau et utiliser sur des batteries. Et c'est le groupe SMA, donc c'est très, très connu. 10 ans de garantie aussi. Voilà pour les onduleurs string. Donc retenez, les onduleurs string, c'est une mise en série des modules derrière un onduleur de même capacité. La technologie micro, c'est une technologie qui n'existait pas il y a 5 ans, qui a été créée par une seule compagnie, vous allez le voir après. Le micro-onduleur se fixe en arrière des modules. Donc convertit chaque MPPT, chaque module, chaque production indépendamment en AC sur une ligne AC, un courant AC, qui va être limité, on le verra plus tard, et qui est connecté, raccordé directement sur le réseau. Cette technologie est plus dispendieuse, donc elle fait plus de sens sur des petits systèmes. Rappelez-vous bien, plus on va élever, plus ça va être cher d'aller avec cette technologie, mais ça marche quand même. Si vous avez des problèmes d'ombrage, d'orientation, de taille de string, de soiling, donc le soiling, c'est ce qu'on appelle la poussière sur les modules ou la neige, eh bien, d'avoir plusieurs MPPT, ça va vous permettre d'avoir une meilleure performance parce que chaque micro-onduleur se comporte tout seul vis-à-vis des autres. Donc, vous optimisez localement chaque MPPT.
c'est préféré sur de petits systèmes. L'installation est beaucoup plus facile pour les électriciens, puisque le DC se plug directement dedans, puis après on parle en AC. Après c'est du alternatif, et là les gens connaissent. Et puis, vous avez un petit cadeau, c'est que votre logiciel de supervision va venir monitorer, va venir contrôler chaque module indépendamment. Vous allez voir sur votre ordinateur la production de chaque module. C'est-à-dire que vous savez combien vous produisez, vous pouvez montrer à vos amis l'impact du solaire sur vos modules en tout temps de la journée. Et puis, vous pouvez aussi détecter les fautes. Ça aussi, je trouve que c'est un très bon avantage à cette technologie micro-ondulaire. Donc, la compagnie que je vais aborder, c'est Enphase. C'est Enphase qui a créé ce marché. Aujourd'hui, c'est 85-90% du marché global mondial. Personne ne leur arrive à la cheville, vraiment. Je ne veux pas dire de mal des autres. Les autres sont ABB, les autres sont Enexis, SolarEdge fait un petit peu. Enphase est une compagnie qui a créé le marché et qui en est à la 4e génération, qui a largement amélioré ses produits, qui est très influent et qui a construit son marché et qui aujourd'hui est un marché à succès. Vous pouvez adapter toutes les tailles de string, c'est du câblage AC et vous avez la supervision sur chaque module. Regardez en bas, vous voyez en temps réel ce que vous produisez et vous voyez selon les couleurs quel panneau produit ou produit moins. Donc vous savez quel module il faut enlever la neige, quel module il faut enlever la poussière, etc. etc. C'est assez magique. Le désavantage à ça, c'est que ça a un coût. L'autre chose, la garantie est de 25 ans. La garantie match celle du module. C'est aussi important. Donc vous avez un coût de remplacement là-dessus qui est moindre. Vous payez le transport sur le micro-onduleur, mais vous avez le remplacement assuré. Le dernier dans la technologie micro est une sorte d'hybride. SolarEdge, que peu de gens ici peut-être connaissent encore sur le marché. SolarEdge, c'est un couplage entre un onduleur qui fait la transformation et des mini-optimiseurs en arrière. Ce sont des optimiseurs DC to DC. Ils prennent le DC du module et le transforment en DC. Donc chaque MPPT est connecté en arrière, vous voyez sur cette image. Donc si vous avez de l'ombrage, eh bien, ce n'est pas toute la string qui va être impactée, c'est seulement le module. Et tous les autres produiront à 100%. Par contre, ces optimiseurs ne marchent pas sans l'onduleur. Et à l'inverse, cet onduleur ne marche pas sans l'optimiseur. Donc il y a un coût également à cette technologie. L'avantage, bon, vous voyez la production sur chaque module. L'avantage, c'est que les chaînes de string peuvent être beaucoup plus longues que celles d'Enphase ou celles de ABB et de Fronius, puisqu'on peut monter jusqu'à 21 modules par string space. Donc vous limitez des coûts de câblage et de disconnect. Alors, j'ai suivi une formation SMA il y a pas longtemps et j'ai vraiment adoré cette formation. C'est un gars de SMA. SMA vend des micro-onduleurs et des onduleurs string. Le point du monsieur, c'était de dire, vous voyez la ligne orange, évidemment, le string va battre sur les coûts, va battre sur la fiabilité et va battre sur l'efficacité les autres, c'est assuré. Mais le micro-onduleur va le battre sur d'autres points. Et au final, en faisant la comparaison des deux, sur un système 5 kW, qu'est-ce que vous avez à gagner? Eh bien, en fait, rien. Vous ne gagnez rien. Vous sauvez ne serait-ce que le coût d'un 10 pièces à l'année sur la production solaire, ce qui est ridicule. Et il nous disait littéralement, allez au Starbucks et allez vous acheter 2 cafés pour la journée. Et voici ce que vous avez gagné. Donc, non, il n'y a pas un avantage à aller vers l'un ou l'autre. Il y a juste à bien analyser votre cas, analyser votre capacité, analyser les orientations, analyser le budget du client pour aller vers l'un ou vers l'autre. Et malheureusement, je n'ai pas de solution à vous apporter. Vous aurez certainement 2 soumissions avec moi, mais je n'ai pas la solution la meilleure pour vous. Sauf si vous me dites,
il y a tant d'orientation, tant de neige, tant d'ombrage, tant de distance, tant de modules. Oui, on peut trouver quelque chose dépendamment du budget du client. Al, excuse-moi. Oui, Juste une question par rapport, une question un peu technique par rapport au micro-onduleur Enphase. J'ai une question. Donc, le micro-onduleur a-t-il une phase, deux phases ou trois phases? bonne, bonne question. Le micro-onduleur c'est un single phase, mais il a deux phases, hein. Il a 2 fois 120. S'il vous plaît, essayez de bien comprendre ce que je dis. Il a deux fils AC 120 240 qui sont déphasés. Donc ça produit du 120 240 et il a un fil de neutre. Je ne sais pas si on voit bien sur le schéma. Vous voyez un fil bleu, un fil noir, un fil neutre et un fil de ground dans les câbles. Donc j'espère avoir répondu à la question. C'est un câblage 120 240. Le câblage 208 est possible. En triphasé, c'est possible. Il faut par contre passer par ce qu'on appelle des câbles qui vont venir inverser chacune des deux phases, l'une à l'autre, pour avoir un 208. Le 208 est aussi capable, mais c'est du 120 240 ou du 120 208. J'espère avoir répondu à la question du monsieur. Voici les deux choses vont être ouverts Enphase au printemps des systèmes commerciaux, donc cette fois-ci 3 phases. On les appelle les C250, les C250 pour les micro-onduleurs commerciaux. Donc là, ce sera du 3 phases et c'est sur des plus grosses tailles de systèmes. Merci Al, et juste c'est une dame hein, pour la question. Ok, ben merci. Super. J'espère avoir répondu. Voilà pour les différentes technologies. Donc string ou micro-onduleur. J'ai pas la solution miracle, mais je voulais vous présenter ces 5-là pour analyser avec le client. C'est vraiment le client qui va décider au final. La partie la plus difficile, le dimensionnement. S'il vous plaît, les watters. Gardez les watters. Pensez pas watts. Encore, je vous ai dit, le pic de puissance, on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Pensez water. S'il vous plaît, essayez de collecter des factures Hydro-Québec, des modes de consommation et ramenez tout en water. C'est super important, c'est ce qui va être utilisé comme énergie dans les calculs tout à l'heure. Un logiciel que vous voudriez utiliser, RedScreen, c'est fait au Canada, je l'utilise tous les jours. Je l'utilise tous les jours pour n'importe quelle donnée, que ce soit au Canada, aux US, à l'international, en Europe, en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud. Je l'utilise tout le temps. C'est une immense bibliothèque dont les données sont faites par la NASA. Donc c'est assez sérieux, c'est assez souvent mis à jour et c'est très conservateur. Vous ne pouvez pas vous tromper généralement. Alors évidemment, on peut avoir des années différentes de l'autre, mais c'est assez conservateur. Pour vous dire, l'heure pic, quand vous faites vos calculs en annuel, à Montréal, c'est 4 heures. Quand vous avez monté votre module à 30 degrés, quand vous utilisez RedScreen, je vais vous montrer la page suivante, c'est 4 heures à Montréal, 4.3 à Québec, et Halifax, c'est 3.9. Vous allez me dire, ouais mais Al, ça marche pas. Québec est plus haut que Montréal. Ça, deux choses. Un, ça dépend de la station météo où elle est à Montréal. Et souvent, elle peut être proche de l'aéroport et l'atmosphère est embourbée. Et Québec, l'atmosphère est justement beaucoup plus ensoleillée, beaucoup plus transparente, ce qui peut expliquer ces résultats d'une ville à l'autre. Montréal elle serait beaucoup plus polluée, et beaucoup plus pluvieuse. Du coup, c'est un coût à l'annuel. Donc, mais encore une fois, vous pouvez utiliser 4 heures pour Québec ou 4.3 pour Montréal, ça change pas, mais sachez que selon la latitude, on est aux alentours de 4 heures. Eh bien, et puis Halifax, c'est un peu moins. Le champ solaire, c'est simple. Comment on obtient le champ solaire? Vous prenez la consommation de votre monsieur par jour. On parle de cycle par jour, hein, de cycle
de cycle soleil-nuit en water et vous divisez par leur pic. Donc voici mon modèle red screen. La ville de Québec, fixe. J'ai mis à 30 degrés. Dirigé au sud. Vous pouvez diriger, si vous voulez, au sud-est, hein, à 180, pardon, à 90 degrés, c'est l'est. Tentez le sud-est, tentez le sud-ouest. Et on voit cette valeur annuelle, donc non inclinée 3.6, mais quand on incline 4.3. Cette valeur-là, elle est importante. Alors, vous avez toutes les valeurs de l'année, mais la moyenne est à 4.3. Ce qui fait que mon monsieur, ne retenez ça, s'il a une valeur sim de 15 000 Wh par jour, je pense que c'est une valeur idéale que vous devez aller chercher, je le pense. S'il n'a que 4.3, alors vous pouvez installer 15 000 divisé par 4.3 en mettant les pertes. Vous avez 5 000 watts crête à installer. 15 000, 4.3 divisé par 4.3, plus des pertes perdues dans les fils, dans les breakers, dans la conversion, de l'autre côté sur le réseau. Bref, aux alentours de 15-20%, ça vous donne un système de 5000 watts. Donc retenez ça, votre client, c'est une cible. Hein. Il faut essayer d'aller chercher ces gens-là, 15 000 Wh. Si vous avez 30 000 Wh, tout est proportionnel, vous installez du 10 kW. J'espère que les gens m'entendent bien. Donc, en résumant, 5000 watts, c'est 20 panneaux de 250 watts. Aujourd'hui, le 250 watts, c'est le standard au niveau mondial. Un panneau de 250 watts a une taille standard de 3.3 par 5 pieds 5. Donc, globalement, vous occupez un espace de 12 par 34, à peu près. Que ce soit sur un toit, que ce soit au sol, c'est ce que vous occupez. Donc retenez ça. À peu près 400 pieds carrés occupés au toit. Le 5000 watts que je viens d'installer, retenez aussi celle-là. Retenez tout ça, installé par vous-même au Canada. C'est entre 3.5 et 4 $ du watt installé. Je veux pas aller ailleurs. C'est aujourd'hui les coûts du marché. Sachez qu'en Ontario, c'est assez sévère, c'est assez compétitif. Au Québec, il n'y a pas beaucoup de compétition. On peut l'installer pratiquement comme on veut. Mais c'est du genre de 4 $ du watt installé. Vous avez un système 5 kW, ça vous coûte au client 20 000 $. Les permis, l'installation, les conduites, le raccord, tout ça fait que ça coûte 20 000 $ un système 5 kW. Je vais sur Fronius. J'ai installé un système 5 kW. Voici le diagramme. Ici, je fais la somme dans l'année de ce que j'ai produit. Donc voici une courbe. C'est pas une courbe idéale, c'est une courbe réelle. Au Québec, je produis 6.35 MWh à l'année. C'est la somme de tous les rectangles. 6.35 MWh à l'année. On voit qu'en été, de mai à pratiquement septembre, pratiquement août, pardon, on produit en moyenne 800 kWh du mois. Vous voyez la ligne. En hiver, vous ne dépassez pas les 200 kWh par mois. Le principe de grid tie au Québec, c'est d'essayer de couper ces productions, généralement ici, plus de 75%, pour couvrir mars à septembre, et diminuer de 50% les productions pour janvier, février, novembre, décembre. Donc, généralement, décembre et janvier, 25% de l'utilisation. Ce que vous voulez faire, quand vous voulez vendre le grid tie, essayez de vendre un grid tie qui coupe ces mois-là, de avril à septembre. Le reste, c'est ce que vous allez appeler de l'argent sauvé, mais jamais vous allez vendre l'excès. En hiver, c'est impossible avec le chauffage. Un autre argument, c'est de dire, écoute, tu es quelqu'un d'écologique, tu es quelqu'un de technique, tu es quelqu'un qui va être pionnier et en avance sur les Québécois. Et ben voici ce que tu vas produire en 25 ans. Tu vas produire 150 MWh. 1 kWh ramené ici au prix de 20 000 $, ça va te coûter 13 cents du kilowattheure. 13 cents en 25 ans. En 30 ans, ton système va produire 190 MWh. Ça va te coûter 10 cents du kilowattheure.
Et tu sais combien te coûte Hydro-Québec aujourd'hui? Hydro-Québec te coûte 8,85 ou bientôt 9 cents du kilowattheure, là, avec les augmentations d'avril. Hydro-Québec va un jour passer ce taux-là, et toi, tu auras fait le pari que ça va te coûter 10 cents du kilowattheure sur 30 ans. Tes modules vont durer 30 ans, ton onduleur va durer 30 ans, ton système sur ton toit, ta maison va durer 30 ans. Tu vas faire le pari d'être mieux qu'Hydro-Québec. C'est un pari à faire sur les générations à venir. Difficile, mais c'est un pari. Le dimensionnement. Si vous êtes perdu, si je suis pas là au téléphone, si je suis pas là au email, si vous savez plus et que vous avez vraiment un doute parce que vous avez des modules différents qui ont des VOC différentes, des VMP différentes, c'est combien de modules qu'on met un string ou pas, s'il vous plaît, allez sur le site du manufacturier. Vous tapez Fronius Sizing Tool et vous utilisez ces logiciels. Fronius limite au Québec 12 modules 250 watts par string sur un onduleur, 5 kW. Si vous mettez un onduleur de 10 kW, il va vous dire 4 strings de 12 maximum. Vraiment utilisez les Fronius Sizing Tool. Pourquoi? Parce que ici, il y a un coldest temperature, à moins 40. Il faut le mettre parce qu'au Québec, il fait vraiment froid, dans les maritimes, il fait froid. Au Canada, il fait froid. On ne veut pas des strings de 13, on veut des strings de 12, s'il vous plaît. Faites attention à ça. Donc, si vous avez un doute, allez sur les onduleurs, les sites de sizing. Pareil pour les micro-onduleurs, vous ne trompez pas là-dessus. Quelle est la limite qu'on peut mettre en nombre de micro-onduleurs? Donc, je parle des Enphase et des ABB. Et ben, elle est de 25 en 208 volts et de 17 en 240 volts. Vous ne vous trompez pas non plus là-dedans. C'est très important parce que les câbles sont sizés pour accepter 17 micro-onduleurs en série maximum. Si vous en mettez 18, vous brûlez le câble. Vous brûlez littéralement. Il y a trop d'ampérage dans le câble, il brûle et vous pouvez avoir de sérieux dégâts. Donc, si vous avez des doutes, référez-vous à ces valeurs-là qui sont clés, à mon sens. La voltage pour Fronius et l'ampérage sont des facteurs indicatifs des tailles des strings. Dimensionnement. L'onduleur, lorsque vous avez un champ PV, vous pouvez sizer 120% au-dessus de la taille de l'onduleur ou 90% en dessous. Donc sur un onduleur 5 kW, globalement vous pouvez monter à 6000 watts PV. Je pense que j'ai fait une erreur. Un onduleur 5 kW, vous pouvez oversizer, vous pouvez mettre beaucoup plus de sizing, vous pouvez monter à 6000 watts, c'est autorisé de toute façon, l'onduleur va clipper à 5000 watts. Vous pouvez monter jusqu'à 6000 watts et vous pouvez descendre jusqu'à 4500. Donc là-dessus, 90% plus 120%, c'est pas un problème, l'onduleur est fait pour ça. N'oubliez pas que dans des onduleurs ou des micro-onduleurs, on met en série les modules. Pour l'onduleur string, on limite par la tension maximum et la tension minimum. La VOC est lue par l'onduleur string, ne doit pas dépasser 600 volts. Si vous avez des questions, vous prenez votre VOC et vous multipliez par 12 et vous rajoutez 25%. Vous allez voir que c'est sous 600 volts. Si vous mettez un 13e module, il me semble que vous dépassez et que vous êtes hors champ. Le problème de ça, c'est que si vous dépassez la VOC, vous brûlez le MPPT à l'intérieur de l'onduleur et vous dites bye bye à l'onduleur. Donc, s'il vous plaît, en string, on limite de 8 à 12 modules sur des onduleurs normaux. Si vous avez encore des questions sur un onduleur 7 ou 10, venez me voir, je vous dirai la longueur de string possible. La limite possible sur le micro-onduleur, regardez le courant maximum. Généralement, elle est donnée par les specs, donc 17 et 25 pour les onduleurs Enphase en 208 ou en 240 volts. Faites très attention. Ce qui nous ramène à nos schémas. Donc, imaginons ici c'est un SMA, un Sunny Boy. Ça aurait pu être un Fronius. Donc, ce sont nos schémas d'onduleur string à gauche. Donc, vous avez 10 modules ici en série, qui tournent dans un premier onduleur. 10 ici en série, deuxième string, et une troisième string de 10 connectés ici. Sont mises en parallèle dans un combiner box. Ce combiner box va ensuite dans l'onduleur.
Attention, le combiner box, il doit être fusé, protégé s'il vous plaît. On ne met pas de, on met une protection de surintensité. Généralement de 15 ampères, s'il vous plaît aussi. Micro-onduleur, c'est différent. Si vous avez un module, vous avez un micro-onduleur. Donc vous voyez, ici vous avez toute une string d'un peu plus de 8, 10, 12, 14, 15 modules ici, en série, qui sont reliés dans une string. Et puis là, vous en avez seulement 6. Vous pouvez faire n'importe quelle taille de string. La seule possibilité, c'est que vous ne devez pas dépasser 17 en 240 volts. Donc c'est infini. Les possibilités sont infinies en micro-onduleur. Ici, elles sont plus limitées. Un onduleur string, la seule chose que j'ai pas dit, c'est que les strings doivent être parallèles et identiques sur un même MPPT. Si vous avez un dual MPPT, vous pouvez mettre des strings différentes, mais si c'est le même MPPT, s'il vous plaît, mettez des strings identiques. Micro-onduleur, on peut s'amuser sur les tailles. Je vais finir bientôt. Y a-t-il des questions, Julien? Non, Al, actuellement, pas de questions. Là. Tu peux continuer. Le raccordement. Le raccordement Hydro-Québec dans les maritimes est différent de ce qui peut se passer en Ontario, par exemple. En Ontario, c'est une connexion en parallèle. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Ici au Québec, mesurage net, et dans les maritimes, on connecte en série. C'est la LDC, la compagnie de vente d'énergie, qui s'occupe de mesurer votre production AC. Il n'y a pas de double compteur. Pour le raccordement, ce que je vous vends à vous, client, mon revendeur, mon commercial, mon client, généralement, c'est entre 1,8 et 2 $ du watt. C'est un peu plus de 50% du coût de l'installation totale du client final. Donc sur les 20 000 $ que va dépenser un client sur un système 5 kW, j'en ai pour à peu près 10 000 $ d'équipement. Donc 20% c'est le module, 10% seulement c'est l'onduleur. Les câbles et le racking avec l'installation, c'est 34%. Voici votre marge à 28% et l'installation, votre savoir-faire, votre expérience, votre déplacement est ici. Reste ensuite, j'ai oublié, la petite connectique, donc les fils, le câblage, les fusibles, le AC Disconnect, donc le moyen de déconnecter votre onduleur de la production, s'il vous plaît, c'est très important, on rentre ici, donc c'est non négligeable. Donc un total 60-40, 4 $ du watt en tout, à peu près 3,5 $ du watt minimum, 4 $ du watt maximum pour une installation connectée au réseau au Québec et dans les maritimes. Tenez-vous à ce chiffre. Le raccordement, c'est une phase importante non négligeable. Vous devez vérifier que tout est là. Je vais vous fournir un produit. Généralement, le sectionneur DC est intégré à l'onduleur. C'est normalement le cas. Les micro-onduleurs ont une coupure safe d'ici. On peut venir les couper à distance. Tous. Et pourquoi? C'est parce qu'on veut du rallumage manuel. La compagnie demande qu'on rallume l'onduleur ou les micro-onduleurs manuellement, avec présence d'un opérateur. Vous avez une protection sur intensité, notamment pour les onduleurs string. Fusez les strings, s'il vous plaît. 15 ampères. C'est important. On ne sait jamais. Les câbles, parfois, ne peuvent pas tenir les courants de court-circuit sur les câbles posés. Ils peuvent simplement brûler. Donc, c'est important de fuser. Est-ce que vous savez incorporer la lecture Internet? Est-ce que vous avez mis des data managers? Est-ce que vous avez mis des logiciels résidentiels pour lire la production? C'est une option qui fait partie de l'onduleur, qui est généralement optionnelle. On veut que votre onduleur soit 2.0 au maximum et que votre client puisse bénéficier de cette lecture sur un ordinateur ou sur un smartphone aujourd'hui. Les très bonnes questions, les garanties. Un onduleur, c'est 10 ans. Vous pouvez l'accompagner à 15-20 ans. Les micro-onduleurs, c'est 25 ans.
Aujourd'hui, tous les onduleurs, les micro-onduleurs intègrent une mise à la terre, GFCI, c'est comme ça que ça s'appelle, Ground Fault Circuit Interruption. Toute faute sur la mise à la terre est détectée et coupée et doivent être remises manuellement sur l'onduleur. Aujourd'hui, ça c'est partie intégrée, mais vérifiez ça. Quelque chose de nouveau depuis l'année dernière, en Ontario, pas tout de suite au Québec, mais en Ontario, donc on essaie de prendre l'avance. L'AFCI, ou Arc Fault Circuit Interruption, Detection and Interruption, donc c'est la détection de l'arc. Ça, c'est une mesure prise par les pompiers aux États-Unis. Malheureusement, la plupart des incendies qui sont dans les maisons ou dans les bâtiments, quand il y a un panneau solaire, c'est à cause d'une création d'un arc d'essai qui est dangereux et très puissant, qu'il faut savoir détecter à temps, avant que le fil brûle, et qu'il faut savoir détruire. Détruire un arc, il faut un certain logiciel pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, les onduleurs que je propose ont une détection de l'arc. C'est pas encore obligatoire pour le Québec, mais ça va le devenir. Le Canada va appliquer ça partout bientôt. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte, la détection de l'arc, c'est pour sauver du feu. Le futur appareil qui va arriver, c'est l'extinction rapide, Rapid Extinguish, sur les onduleurs. Encore une mesure par les pompiers, par tout opérateur. On veut une cellule, quand il y a un panneau solaire mis sur un toit, on veut une cellule dédiée aux pompiers ou à n'importe quel passant qui puisse couper le circuit très proche à la base du circuit PV. Donc c'est un circuit très proche, un circuit d'interruption très proche du circuit PV pour le couper immédiatement. Et il ne peut pas être rallumé automatiquement, mais manuellement. C'est-à-dire qu'il va falloir monter sur le toit pour remonter et le remettre à jour. Ça va arriver dans le futur, et qui est déjà arrivé aujourd'hui aux États-Unis et maintenant cette année en Ontario. Vérifiez toujours les certifications. De toute façon, Hydro-Québec ne permet pas l'installation de produits non certifiés. Le regardement se fait, donc posez bien la question à votre client résidentiel, votre client institutionnel, c'est quoi le triphasage ou le monophasage de son bâtiment? Est-ce que c'est du 208, 277, 480, 600 volts? Parenthèse, maintenant pour ces clients-là triphasés, il n'y a plus de 600 volts, d'onduleurs 600 volts au Canada. Tout le monde a abandonné. Pourquoi? Parce que les manufacturiers d'onduleurs ne font plus les onduleurs nécessairement en Ontario, donc ne font plus les onduleurs en sortie 600 volts. Ça implique quoi? Ça implique que vous allez acheter un onduleur qui va sortir en 480 volts et qu'il va falloir monter à 600 volts. Donc installer un transformateur. Intégrez ce coût s'il vous plaît, parce qu'un onduleur 600 volts, ça prend aussi beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont plus faits. Donc, pensez à un transformateur si vous vous mettez sur du 600 volts. Le monophasé, c'est simple, c'est 12240 dans la maison. Généralement, les panneaux limités 200 ampères acceptent un breaker de 50 ampères et vous pouvez mettre un 10 kW pour un 200 ampères dans votre maison. Programme de mesurage net pour plus de données sur Hydro-Québec. Vous allez à la case autoproduction. Limite la production d'énergie renouvelable à 50 kW, et notamment pour le solaire, donc de la norme E1207 par Hydro-Québec également. Une limite en 50 kW triphasé et 20 kW monophasé. Donc vous avez une limite de 20 kW ici à Montréal, à Québec, connecté en série au réseau, sur le 120 de 40, pardon, 120 de 40. Raccordement encore, faites attention, on est en câble CC et AC, mais les courants sont beaucoup plus forts et on accepte moins les chutes de tension. Donc j'utilise moi très globalement le Southwire Sizing Drop Voltage Drop Calculator. Je mets les voltages ici de la string qui monte en VMP à donc 12 modules, 30 volts. C'est maximum 3% hein, sur un onduleur. Vous voulez limiter le voltage drop absolument. Donc vous avez quand même des câbles numéro 10 ou des câbles numéro 8 selon les distances. Donc faites attention. C'est du gros câble.
Du câble 14, je n'irai pas là-dedans, du câble 14 et 12. J'irai plus sur le câble 10, puis descendre à 8. N'oubliez pas que le disjoncteur en sortie de l'onduleur doit intégrer une marge de 25% du courant nominal de l'onduleur. Donc vous faites plus 25% et vous montez votre breaker un peu plus haut. Si c'est un onduleur 5 kW, 5000 watts, divisé par 240, vous donne un 20 ampères, 21 même, donc à 25%, c'est un breaker 30 ampères, s'il vous plaît. N'oubliez pas la mise à la masse des équipements. Donc tout rail et toute partie métallique n'est pas censé conduire l'électricité. Donc s'il y a un court-circuit, il faut ramener cette électricité vers la Terre. Donc tout circuit PV est en fait conduit en parallèle par une mise à la masse de tous ces équipements-là dans l'onduleur, et à la sortie de l'onduleur, vous raccordez ça au panneau. Et c'est là où la mise à la terre est faite. Donc la mise à la terre est faite dans le panneau Hydro-Québec, s'il vous plaît. Elle n'est pas faite avant, elle est faite au panneau Hydro-Québec, avec quelques exceptions, mais quelques exceptions. Si vous la faites avant, si vous en créez une deuxième, une mise à la terre, puisqu'il faut relier les deux mises à la terre ensemble, avec un plutôt gros câble. Mais s'il vous plaît, il y a une seule mise à la terre et elle est faite dans le tableau d'Hydro-Québec. Je mettais ce point-là, l'installation est faite par un maître électricien qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, je suis essentiellement un ingénieur junior, un vendeur, je connais le solaire. Mais c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui connaît les règles locales de la régie du bâtiment en termes de sécurité et d'électricité. Donc, s'il vous plaît, un maître électricien est le seul qui puisse installer les systèmes et signer pour Hydro-Québec. Al, juste c'est parfait. Il y avait quelques questions qui arrivaient. C'était par rapport, déjà, premièrement, juste un petit peu avant, est-ce que donc c'est compatible avec le col électrique du Québec, toutes on va dire, toutes ces recommandations? Oui, Hydro-Québec applique la loi canadienne, le CSA C22.2, numéro 1.07. Donc, si les équipements sont certifiés marché sous cette norme-là, alors elle marche pour Hydro-Québec. La seule restriction est la norme E1207 qui limite en capacité la revente sur le réseau. Mais généralement, Hydro-Québec vous demande de remplir un profil, vous demande quels sont les équipements utilisés, les modules utilisés, en faire une description et quelles sont leurs caractéristiques de coupure, de protection. Généralement, les onduleurs Guta et sur le marché sont certifiés et donc répondent aux questions, aux restrictions d'Hydro-Québec, notamment en termes d'anti-loutage. Donc, un produit certifié est de toute façon accepté par Hydro-Québec. Et ils vous le diront, je pense, assez rapidement. Ok. Une autre question un peu plus technique sur les onduleurs et les onduleurs string et micro. Est-ce que les onduleurs string et micro sont équipés d'une protection de surintensité, entre parenthèses éclair, intégrée ou pas? Bonne question. Même très bonne question. Pourquoi dans mes soumissions, je mets toujours des lightning arresters ou des parafoudres ou des parasurtenseurs? Les micro-onduleurs comme les onduleurs string d'ailleurs, comme les régulateurs, demain on le verra, ont des circuits électroniques qui peuvent résister à certaines transient voltages, à des voltages assez élevés, donc des pics de voltage, mais ne sont pas faits pour ça, malheureusement. Tout le monde, tous les fabricants vont recommander d'utiliser un parafoudre externe. Et c'est vraiment voulu, c'est vraiment recommandé. Vous pouvez lire Enphase, vous pouvez lire Fronius. Ils recommandent l'utilisation de meilleurs parafoudres que les leurs qui sont intégrés et qui sont trop petits. Vous ne savez pas où va toucher la foudre, vous ne savez pas de quelle intensité va être là, vous ne savez pas à quelle vitesse ça peut arriver. Et donc généralement, il y a des professionnels comme plutôt Midnight qui sont électroniques ou les Delta qui sont plutôt à base de sable.
qui sont là, branchés en parallèle des onduleurs, des micro-onduleurs, pour protéger de ces événements-là et distribuer le courant de la foudre sur la masse en un temps record. Ok, merci Al. Une autre question concernant aussi sur la réglementation par rapport aux câbles et pour le calcul des câbles, on me demande pour savoir probablement. J'ai du mal à saisir la question. Là. Pardon. Ouais. Une autre question, juste par rapport au cap de Hydro-Québec, donc qui est de 50 kilowatts, c'est par année, juste précision. Hein. Non, c'est des puissances 50 kW, c'est la taille d'un système. C'est comme ça qu'on reconnaît un système. Mhm. 50 kW, ça peut être 50 kW biomasse, ça peut être 50 kW éolienne, ça peut être 50 kW solaire triphasé, mais dans notre cas, en monophasé, c'est 20 kW. Donc c'est une capacité jour après jour. C'est la définition d'un système en capacité, pas en wattheure. On peut délivrer tout ce qu'on veut, mais c'est une capacité en kilowatts. Très bien, très bien, très bien. Et Le, une question, pardon? le câble, le câble d'abord est PV, le câble PV, pour le câblage. Parce que vous sortez des onduleurs string, c'est du DC, donc c'est du câble PV que vous pouvez utiliser. Le problème du câble PV, c'est qu'il faut le protéger. Il n'est pas fait pour traîner sur des toits, sur des sols. Il faut le protéger par des conduites. Il n'est pas fait pour aller sur de longues distances. C'est du câble multibrin que vous coupez cuivre étamé, 7 multibrins. Il n'est pas fait pour aller très loin. Donc vous allez dans un combiner box. De ce combiner box, ensuite, oui. Non, 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 juste parce que j'ai eu la précision par rapport au câble, la question qui était demandée, c'était plus le calcul donc des calibres avec l'outil donc de calcul versus le code électrique du Québec. C'était plus ça la question en fait. Je comprends. Il y a deux choses, qui rentrent en jeu pour le calcul du câble. La première, c'est que le câble est défini par un breaker. La deuxième, c'est qu'elle est définie par un voltage drop. Et on prend la valeur optimale des deux. La seule chose que j'ai pas abordée, c'est celle du code Hydro-Québec. Le code Hydro-Québec n'existant pas, c'est le code électrique du Canada qui va vous renvoyer à des tables et qui dit que pour un tel courant, telle opacité, on a telle taille de câble sur telle distance de conducteur. C'est la table numéro 2, rappelez-moi. Et je m'adresse à des électriciens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le PV, on parle beaucoup de 12. Malheureusement, le voltage drop est tellement fort qu'on est obligé de descendre à 10. Et ça, vous allez au Softwire Voltage Drop Calculator. Et quand on a des voltage drop très très élevés, on préfère diminuer de 1 cran la taille du câble PV. Donc aujourd'hui, je n'ai pas parlé du code, effectivement, dans le code électrique, parce que ça doit s'adresser à vous, pas nécessairement à moi, mais vous pouvez être confiant que la plupart du temps, il faut baser aussi ces calculs sur le voltage drop qui va avoir la valeur minimale, la plus grosse valeur de taille de câble. Ok, donc merci Al. Puis j'ai une dernière question qui était à propos du mesurage net. Si le client consomme 15 000 kWh par année, peut-il autoproduire l'équivalent ou plus de sa propre conso et quelle est la limite d'Hydro-Québec pour l'autoproduction? Ce serait plus comme une réponse. Ouais. Bon, c'est 15 000 kWh par jour. Imaginons Oui. dans un cas idéal, à l'année, c'est un champion, il a réussi à tout le temps revendre donc sur Hydro-Québec. Hydro-Québec va en fait toujours retourner, l'argent que vous avez fait va retourner sur la facture suivante. C'est la seule règle et c'est fait de mars à mars. Donc essayez pas trop de cumuler avant mars parce que cette valeur-là sera perdue, mais de mois à mois, Hydro-Québec vous retourne l'argent que vous avez consommé, que vous avez produit en supplément. Je vais le montrer, là,
le schéma qui était bien plus loin avec Hydro-Québec. C'est un exemple. Voilà. Période de facturation 1. Imaginons que vous avez produit les 1300 kWh de plus, égal. Vous retournez les 1300 kWh, vous les retournez sur la facture précédente. La question c'est, imaginons j'ai consommé 1300 kWh et j'ai produit 1500 kWh. Alors, on vous remet, en fait, on vous met le différentiel sur la suivante, tout simplement, sur la période de facturation numéro 2. C'est juste à chaque fois, la balance est faite et est reportée sur le mois suivant, de mars à mars. La question derrière, c'est de trouver l'équilibrage pour pas tout le temps, bon, l'été, vous allez surproduire, mais pour que la production faite en hiver permette d'accumuler tout cet argent et consolider l'hiver. C'est ça l'enjeu, c'est pas de regarder à mois, c'est de regarder saison à saison. Ok. Oui, non, il y avait juste la précision par rapport c'était bien 15 kilowatts par année et pas par jour. C'était juste une question par rapport à la dimension de la consommation du client là. On Mais, produit 15 kWh. On produit 15 kWh. 15 kW, le matin, ça produit pas 15 kW, non, 15 000, pardon. mais 15 000 Wh, 15 000 Wh par jour. Pardon pour le 15 kWh par jour. C'est une accumulation d'énergie générée à toute la journée. Une dernière question. Est-ce que le crédit accumulé sur toute l'année est perdu à la fin du mois de mars de la même année, hein? Ça, c'est plus par rapport à... C'est une bonne question. Je sais que ça existe ailleurs. Hydro-Québec vous prend une année, la fait démarrer de mars à mars. Le dernier mois, vous perdez vos crédits. C'est juste le dernier mois et vous recommencez à l'année suivante. Ils considèrent qu'on calcule que d'une année à une année et qu'il n'y a pas de report. D'accord. Et une autre question qui est par rapport à Hydro-Québec, donc ça, est-ce qu'on peut appliquer ce surplus à un autre compte ailleurs pour un même client, hein? Non, c'est un compte à compte sur un seul meter. Ok, très bien. Un seul meter, un seul client. Même si vous avez deux maisons, vous signez pour une location et vous signez pour un an et un meter en fait. Donc on ne peut pas reporter de compte à compte malheureusement. D'accord, très bien. Pour l'instant, je vois pas d'autres questions. Bah, je vais finir en vous disant merci beaucoup pour la présence, en pensant que ça a éclairé pour le Québec, pour le connecter au réseau. Demain, ce sera les batteries, ce sera un peu plus compliqué, un peu plus long, un peu plus d'arguments. J'espère que vous avez appris toutes ces technologies. Je vais vous mettre à la dernière page. Si vous avez encore des questions, me revenir. Mon email va s'afficher, pardon. Donc c'est acosson@hespv.ca. Puis mon numéro de téléphone au 211, le 866-258-0110, extension 211. Je serai là pour vous aider également pour la nouvelle saison. Voilà, je vous souhaite merci beaucoup, une bonne fin Merci. d'après-midi et à demain à tout le monde. Au revoir.